Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct de l'hôpital Necker, l'espace plein ciel comme toutes les semaines. Il suffit de passer le pont et aujourd'hui je reçois le guitariste Jonathan Lemarquand. Bonjour. Bonjour Damien. Ça va bien? Oui, et toi? Merci beaucoup, oui, très bien, merci beaucoup d'être là. Merci. Et je vois que tu as déjà ton instrument oui. en main, donc tu vas nous présenter cet instrument qui, si j'ai bien compris, est plutôt rare. C'est pas un instrument qu'on joue tous les jours. Méconnu peut-être. Méconnu. Méconnu, un peu méconnu. D'accord. Par rapport à d'autres instruments anciens. D'accord. Ouais. Bah, tu vas nous présenter tout ça. Alors, tu connais un petit peu le principe de l'émission. Au début, j'ai mon petit jeu favori. Oui. La minute pour parler de soi. Donc tu as 1 minute, montre en main, pour parler de toi et nous dire ce que tu veux sur toi pendant 1 minute. Et quand je fais ça, c'est que c'est terminé. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui. Eh bien, c'est parti. Eh bien, je m'appelle Jonathan Lemarquand, donc je suis guitariste. J'enseigne aussi donc mon instrument depuis un certain nombre d'années. Voilà, j'ai toujours aimé enseigner, donc on va dire que je partage ma vie entre l'enseignement et les concerts sur guitare classique et sur guitare ancienne. Donc j'enseigne au Conservatoire régional de Poitiers la guitare classique et les guitares anciennes. Donc par guitare ancienne, j'entends la guitare, une guitare de la Renaissance, et également donc cet instrument qui est la vihuela et que je pratique depuis quelques années et que j'aime faire découvrir au plus grand nombre. Donc aussi, d'où ma présence ici, pour le faire découvrir eh bien, toute personne intéressée par la lutherie, par les musiques anciennes, par peut-être des instruments méconnus. Voilà. Bravo, la minute est passée. Okay. D'accord, j'ai une première question qui me vient, c'est ton intérêt pour la guitare ancienne, c'est venu de la musique ancienne ou de l'instrument en lui-même? De l'instrument en lui-même d'abord, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un professeur qui s'appelle Elisabeth Erlaché, ouais. Au conservatoire de Cergy-Pontoise, qui était venu avec des instruments anciens en cours quand j'étais ado, et j'avais trouvé ça magnifique, je trouvais que les objets étaient très très beaux. Donc c'est vraiment la lutherie qui m'a intéressé tout de suite, quoi. Vraiment l'esthétique de l'instrument, avec des formes tout à fait artistiques, beaucoup plus décorées. Voilà, ça m'a vraiment plu immédiatement. Ensuite le son, et également le son de l'instrument m'a énormément plu. Il y avait beaucoup de choses que je trouvais similaires à la guitare classique, mais tout ce que j'aimais dans la guitare classique était ici concentré sur des instruments, voilà, la rondeur des cordes, du son de la corde, les lignes de l'instrument, ça m'a beaucoup plu. Et donc ensuite j'ai vraiment été très intéressé de les toucher, de les pratiquer. Et puis évidemment ensuite moi j'ai toujours aimé tout ce qui était de cette époque-là, de la Renaissance, du Moyen-Âge, même des temps anciens, ça m'a toujours plu. Et donc c'est passé ensuite par la musique, par les transcriptions pour la guitare classique. Puis petit à petit j'ai eu envie de jouer sur un instrument d'époque, j'étais curieux de savoir ce que ça pouvait être de jouer sur des copies en fait, essayer de rentrer un petit peu plus dans cet univers-là par le biais des copies. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. D'accord. Alors si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, donc avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'espace plein ciel est en travaux en ce moment, donc il y aura peut-être un peu de bruit de fond, des bruits de marteau, peut-être des bruits de perceuse, on ne sait pas. La bonne nouvelle, c'est que ces travaux ont pour but de construire notre nouveau studio, enfin le nouveau studio de l'espace plein ciel, un studio tout beau, tout neuf, très grand, qui sera c'est un partenariat avec Radio France qui permet cela, entre autres, et voilà, donc c'est la petite parenthèse. Alors je voudrais qu'on plonge directement dans l'instrument que tu as entre les mains en ce moment et que tu nous le décrives déjà, et particulièrement dans ses différences avec la guitare classique qu'on peut voir peut-être un peu plus fréquemment. Oui, donc cet instrument s'appelle la vihuela.
ce qui signifie en ancien espagnol petite lyre. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que faut vraiment se mettre dans le contexte qu'à la Renaissance, l'Antiquité étant une grande source d'inspiration, la lyre était vraiment l'image prédominante dans l'imaginaire des musiciens pour accompagner la voix. Et donc la vihuela s'est faite un petit peu symbole de cette lyre ancienne, et donc les vihuelistes de l'époque lui conféraient une origine antique, avec cette histoire que par exemple ce serait Apollon, enfin Orphée d'abord, qui aurait par un message d'Apollon eu le rôle de construire un instrument qui puisse sublimer la voix et qui puisse finalement permettre de dégager tout le pouvoir de la musique à travers un instrument. Et donc on lui aurait demandé, il aurait pris une tortue pour construire avec ses boyaux un instrument presque magique. D'accord. Et donc on a des gravures de l'époque Renaissance où on voit Orphée, mais qui porte le visage d'un vihuéliste en fait, avec la vihuela entre les mains, mais devant un château qu'on pourrait attribuer peut-être au château de l'empereur Charles Quint. Donc il y avait vraiment tout un mélange autour de cet instrument, toute une féerie en fait, qui était assez incroyable. C'est un instrument espagnol. Alors c'est un instrument espagnol, c'est ça. C'est que c'est un instrument qui est issu de la famille des viols, donc de ces instruments en forme de 8. Par exemple, on avait la viola d'arco qui se jouait avec un archet, et la viola des mano qui se jouait avec la main. Et donc on a des positions de vihuélistes qui sont très proches d'un instrument à cordes frottées. Ouais. Et puis cet instrument, on peut le dire, est un des ancêtres de la guitare. Il est venu un petit peu contrebalancer la mode du luth. Donc il emprunte au luth les principes des cordes doubles. Ouais. Avec des cordes à l'octave ou à l'unisson. Et une dernière corde qui elle est simple, qu'on appelle la chanterelle, et qui permet de jouer la mélodie plus clairement. D'accord. C'est vraiment dans une époque où on favorise la polyphonie des instruments, et où on essaye de jouer le plus possible de polyphonie instrumentale, où se développe la polyphonie instrumentale. Et donc l'idée était de jouer d'abord 2 voix, puis 3, puis 4 voix ensemble, et pourquoi pas même reproduire des chorales de l'époque. Et puis finalement, donc cet instrument a petit à petit laissé sa place à la guitare baroque, avec la naissance de l'opéra, de l'accompagnement de l'opéra sous forme d'accords simples. Ouais, donc récitatif voilà, d'opéra. Exactement. Donc elle a eu une période de vie assez courte, hein, on va dire du XVIe siècle, de façon de 1530 à 1580. Ça a été assez court, mais ça a été assez fulgurant. Elle a été jouée, elle a été l'un des instruments de la cour de Charles Quint. Elle a un petit peu voyagé un peu partout dans le sud de l'Europe. Et voilà, donc finalement on peut jouer les partitions pour luth, on peut les jouer sur la vihuela avec quelques aménagements, mais le répertoire pour la vihuela est un répertoire très riche et qui lui est un peu méconnu, mais qui pourtant a été le répertoire du siècle d'or en Espagne. Je vous avais prévenu, hein, voici donc les petits bruits de scie circulaire qui vont accompagner. J'espère que pendant que tu joueras, il n'y aura pas trop de bruit. Je pense que ça devrait aller. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que l'instrument est-ce que c'est vraiment à cause de l'apparition de la guitare baroque que la vihuela a disparu? Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait cette Alors, disparition? bon, je suis pas musicologue, ou en tout cas, j'ai peut-être pas poussé les recherches assez loin, mais de ce que j'ai lu et de ce que je connais sur le sujet, il peut y avoir plusieurs raisons. La raison principale, en tout cas, c'est celle-ci, c'est simplement une évolution des musiques qui ont fait que la polyphonie sur l'instrument, le mode de jeu attribué à la vihuela, purement polyphonique, peut-être a été considéré un peu à un moment donné comme un peu austère, un petit peu en décalage avec toute l'énergie baroque qui était demandée ensuite dans des ensembles plus importants. Et donc c'est un instrument qui finalement peut-être n'a pas évolué avec, n'a pas pu évoluer avec la mode de son temps, et qui est un peu tombé en désuétude, mais
Mis à part ça, je ne sais pas si c'est un instrument qui a été perdu, puisque finalement il est toujours là aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il a continué d'être pratiqué, et que les musiciens, petit à petit, aussi avec la fin du règne de Charles Quint, peut-être l'engouement a un peu disparu. Charles Quint appréciait beaucoup cet instrument-là, et à la fin de son règne, peut-être que tout simplement, il n'y a plus eu tout l'engouement nécessaire, les moyens aussi nécessaires pour que cet instrument perdure. D'accord. C'est vrai que les modes étaient un peu aussi quand même liés à ce qui se faisait à la cour. Ouais. Est-ce que les musiciens contemporains qui jouent de cet instrument en jouent uniquement pour du répertoire de musique ancienne, ou alors est-ce qu'il est utilisé aussi pour des créations contemporaines? Il est utilisé pour des créations contemporaines. C'est vrai que dans la création aujourd'hui, les compositrices et les compositeurs s'intéressent beaucoup aux instruments anciens qui permettent, on dit anciens, mais en fait aux instruments de cette époque, Ouais. mais parce que c'est des instruments qui ont des atouts que n'ont pas la guitare classique, hein, les cordes doubles, les frettes mobiles, le fait de pouvoir réduire certains intervalles. Ah oui, alors ça, donc ça c'est très intéressant. remarqué, ouais, en effet, on peut bouger les frettes, ce qui permet de jouer sur le tempérament. Alors, donc, explique alors, à donc ceux par qui nous exemple, regardent, déjà les frettes. voilà, donc les frettes, c'est c'est ce qui permet de diviser la corde en plusieurs parties et d'obtenir donc des notes différentes. D'accord, donc ce sont les petites Voilà, ce sont les barres petites barrettes qui ici, sont en donc en fait, travers, qui sont voilà. fabriquées avec la corde ou le boyau, D'accord. et on peut les déplacer. Donc si on les déplace, là, du coup, la note sera un peu plus basse. Ah oui. Et alors que si je la remonte, finalement ici, Ah, je pourrais avoir un autre tempérament. Donc on peut jouer finalement sur des échelles microtonales, retrouver certaines échelles qu'on utilise dans la création aujourd'hui contemporaine. Et donc là je pense par exemple à un guitariste qui s'appelle Gérard Rebourg, et qui est un guitariste français, et sur son site internet, si ça vous intéresse, on peut aller le visiter. Il y a des partitions où il s'amuse à créer, à composer des pièces aujourd'hui, donc avec le langage d'aujourd'hui, mais sur les instruments dits d'époque. Ça peut permettre aussi de jouer par exemple de la musique indienne, où il y a des quarts de ton. Tout à fait, et puis alors il y a beaucoup de liens avec la musique traditionnelle. C'est vrai qu'à la Renaissance, ça c'est intéressant, mais même au Moyen-Âge ou à la Renaissance, même à l'époque baroque, la musique traditionnelle et la musique savante sont quand même intrinsèquement liées. Il y a moins de différences, de différences clairement établies entre un musicien traditionnel et un musicien savant. L'un emprunte à l'autre de façon très régulière, fluide, et très fluide, naturelle. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de programmes de musique qui peuvent se faire avec des passerelles entre le répertoire traditionnel et savant. Ouais. D'accord. Alors donc on a ces fameux frettes, c'est ça? Frettes, oui, tout à fait. Voilà. Alors juste, est-ce qu'on peut faire une petite description pour ceux qui nous regardent là, des différentes parties de la guitare? Donc bon, comme sur une guitare classique, on a les mêmes éléments: la caisse de résonance, la table d'harmonie, le chevalet, le manche, la tête et les mécaniques, sauf qu'ici ce sont des chevilles, c'est-à-dire ce sont des pièces de bois qui sont imbriquées et qui tiennent que par le frottement, qui peuvent s'accorder comme par le frottement. violon. Alors. Exactement. Les frettes mobiles donc qui sont différentes, la table d'harmonie qui est ici peut-être un petit peu différente, mais qui va reprendre les mêmes matériaux qu'une table d'harmonie sur guitare classique, avec les mêmes bois, du cyprès, de l'épicéa, donc des bois plus tendres qui vont permettre à la table de résonner. Ce qui peut-être est un peu marquant, et ce que les enfants remarquent aussi, ou même les adultes, c'est la rosace, qui elle emprunte par exemple aux vitraux de cathédrales, ou simplement par exemple à des motifs mozarabes qu'on peut avoir en Espagne à cette époque-là. Oui, puis une guitare moderne, il n'y a rien en fait à ce moment-là, à cet endroit-là. C'est ça, alors que là l'orifice est décoré. Ouais, l'orifice est décoré, sachant que la rosace, on peut reprendre l'idée que la rosace, dans certaines origines qu'on lui prête, à l'origine c'était une rose qu'on posait à l'intérieur pour décorer. D'accord. Donc finalement c'est un orifice qui est utile au niveau de la lutherie, mais qui peut être décoré. Ça, je trouve ça très joli aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des instruments d'origine qui subsistent? Oui. Ouais. Alors on en compte 4 vraiment. Vihuela authentiques. Seulement 4. Ouais, c'est vrai que c'est des instruments qui ont pas bien été conservés finalement. Il y en a une d'ailleurs, je crois, il me semble, qui est à Londres.
ou à Lisbonne, je sais plus, qui a été considérée comme une relique de son temps, puisqu'elle appartenait à une personne devenue, considérée comme sainte. Et du coup, en fait, cet instrument a été très bien conservé par le fait qu'elle avait été considérée comme une relique. Ouais. Mais les autres instruments ont mal été conservés, et on a 2 exemplaires à Paris, au musée André Jacquemart, je crois, et au musée de la musique à Paris, qui sont d'origine, vraiment. Donc on en a quand même 2 en France, et un à Londres, et je crois qu'il y en a un en Amérique du Sud, je ne vais pas dire de bêtises. Alors donc du coup, pour se procurer par exemple ton instrument, il y a des luthiers qui se spécialisent dans Exactement. C'est vrai que la lutherie, les copies d'époque sont beaucoup développées, les recherches ont été faites, et donc même s'il n'y a pas de vérité absolue, que c'est compliqué d'authentifier la fabrication d'un instrument, du moins de se dire que cet instrument est très proche de l'original, c'est très compliqué de le dire. En tous les cas, on s'inspire des iconographies, des textes, donc des il y a gravures. des textes de luthiers d'époque qui décrivent. C'est ça, et puis il y a beaucoup de textes des musiciens qui décrivent la façon de tenir, donc ça donne des informations quand même sur les modes de jeu aussi, et donc par déduction sur la façon dont était construit l'instrument, les tailles, etc. Et donc là, cet instrument a été fabriqué par François Bonnet, qui était un luthier de Tours. D'accord. Et qui est une des personnes que j'ai rencontrées quand je me suis intéressé aux instruments anciens, et que j'ai découvert dans un salon de lutherie, où j'ai vraiment eu envie immédiatement d'essayer l'instrument, et il a été très sympa, il m'a prêté un instrument. Il m'a dit voilà, utilise-le, garde-le, tu verras bien si ça t'intéresse ou pas. Et puis bon, j'ai pas décroché depuis. Est-ce que tu enseignes aussi cet instrument? Ouais, c'est ça, voilà. Donc à mon niveau, je l'enseigne donc au CRR de Poitiers. Ouais. Donc où il y a un cursus maintenant de guitare ancienne, et que j'essaye de développer pour les petits, pour l'initiation, avec des instruments plus petits, notamment autour aussi de la guitare, qui est une guitare de la Renaissance, qui est un peu plus petite que la vihuela, et qui se sont côtoyées à l'époque. Et donc mon but, c'est aussi de permettre à des plus grands étudiants, ceux qui sont en cycle 3 ou en cycle spécialisé supérieur, de pouvoir en fait passer sur une copie d'époque pour pouvoir jouer en fait les pièces qu'ils ont travaillées sur un instrument moderne, et de pouvoir aussi se rendre compte de ce que ça fait sur un instrument d'époque, et de comprendre que le phrasé peut être différent par le fait que sur un instrument d'époque on pouvait pas faire autrement que de le phraser comme ça aussi. Et donc ça donne des pistes aussi d'interprétation, pour essayer de bien comprendre la musique en fait. Ça permet tu cherches à redonner un peu des lettres de noblesse à cet instrument, parce que c'est vrai que dans les conservatoires français, il y a quand même souvent des départements de musique ancienne, avec violon baroque, avec luth, avec clavecin, viole de gambe. C'est vrai. Mais finalement, j'ai peu vu moi peut-être de guitare ancienne, en tout cas celle-là, certainement, puisqu'elle est quand même relativement peu jouée. C'est vrai que c'est un instrument qui est connu en Espagne, qui est beaucoup, les musiciens, même pas forcément des départements anciens, connaissent cet instrument-là. C'est un instrument aussi de leur tradition musicale. En France, elle est moins connue, mais en même temps, en France, on a une grosse tradition du luth. Et il y a énormément de choses pour le luth qui ont été composées, donc il y a vraiment de quoi faire déjà. Et en Angleterre aussi. C'est vrai que les départements aussi de musique ancienne privilégient aussi peut-être un peu plus la musique baroque. Pour parce qu'il y a de très belles œuvres baroques qui nécessitent déjà de nombreux instruments comme le théorbe ou la guitare baroque, également le luth baroque. Mais c'est vrai que les instruments de la Renaissance sont aussi déjà peu enseignés, et quand ils le sont, c'est souvent autour du luth. Peut-être un peu moins autour de la guitare Renaissance et de la vihuela. Et c'est vrai que moi, venant de la guitare classique, cette tradition de la musique espagnole, je baigne dedans forcément par le répertoire. Et donc c'est d'abord moi par ce biais-là naturellement que j'y suis allé. Je ne suis pas allé en me disant je cherche un répertoire peu connu à faire à valoriser. D'accord. C'est vraiment par le biais du répertoire espagnol que petit à petit je me suis intéressé aux musiques anciennes espagnoles, et puis je suis tombé sur cet instrument. Eh bien, je te propose de nous jouer quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que tu nous joues? J'ai bien envie de jouer un extrait d'une chanson qui a été très célèbre à la Renaissance, qui a été mise en musique par Josquin des Prés, qui s'appelle 1000 regrets. Donc 1000 regrets de vous avoir abandonné. C'est une chanson sur l'amour aussi. Et donc cette chanson était très appréciée de l'empereur Charles Quint, qui a permis de développer cet instrument. Et donc les vihuelistes qui étaient à son service sont essayés à lui rendre hommage en composant des pièces pour lui. Et il y a un guitariste qui s'appelle Luis de Narvaez,
qui lui a dédié en fait un arrangement de cette chanson pour lui, et qu'il a intitulé La chanson de l'empereur. Donc voilà, et j'aimerais bien voir. Voilà. Là, je pense qu'elle s'y prête bien. On t'écoute, merci. Merci. Avec plaisir. Très beau. Merci. Très beau. Tu peux nous rappeler juste le titre, enfin La chanson de l'empereur. D'accord, la chanson. Par Luis de Narvaez qui reprend la chanson 1000 regrets de Josquin des Prés pour l'empereur Charles Quint. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton parcours déjà en tant que guitariste, comment tu es tombé dans la guitare, si j'ose dire. Ouais. C'est vrai que bon, j'ai commencé à la guitare classique donc assez jeune pour commencer au conservatoire, enfin assez jeune vers 7 ans. Et puis donc voilà, avec ma Mia des chars d'avion, si elle m'écoute ou pas, en tout cas voilà, je lui dois beaucoup, celle qui m'a débuté en tant qu'élève, donc qui m'a donné le goût pour cet instrument. Et puis bon, c'est un instrument qui m'a plu, qui m'a accompagné très longtemps. Et puis après bon, j'ai continué le cursus du conservatoire. Et tu joues encore aujourd'hui de la guitare tout à fait, moderne. Enfin, ouais, j'en écoute, je joue, j'enseigne. Ouais, c'est toujours un instrument que j'apprécie énormément et que je pourrais pas remplacer. Enfin, pour moi, il est remplaçable. Ouais. Voilà, et donc bon, ensuite un cursus du pôle supérieur pour obtenir des diplômes de concertiste, ensuite d'enseignement, etc. Et puis ensuite par le biais des concours, bon, j'ai réussi après à avoir une activité de musicien. Donc on va dire qu'aujourd'hui, mon activité de musicien, elle est en soliste sur ces instruments-là. Donc j'aime aussi jouer en soliste, ça fait partie peut-être de ma formation classique.
Donc je joue en soliste. D'ailleurs, si ça intéresse des personnes, je joue à Paris, l'église Notre-Dame de Compassion, dans le 17e. D'accord. Donc sur le site internet, sur mon site internet ou le site internet de l'église, vous pourrez retrouver la date. C'est le dimanche 7 novembre ou 8 novembre. D'accord. Voilà, entrée libre, vous êtes les bienvenus. On mettra le lien en description. Ça marche. Donc je jouerai de la vihuela et de la guitare sur un programme de la Renaissance. Et donc je joue aussi, j'ai monté un ensemble qui s'appelle l'ensemble Médida, qui est un ensemble avec donc chant, Emmanuelle Dijon qui est la chanteuse, qui m'accompagne donc sur un répertoire chanté de la Renaissance, où je l'accompagne à la vihuela et à la guitare, et avec une récitante, Justine Pitolet. Et donc c'est une formation dans laquelle on monte des programmes sur la Renaissance qui sous forme de pièces de théâtre avec musique. Et donc en fait l'idée c'était de faire une sorte de mise en abîme. Donc là le programme que nous montons sur la musique de cour de Charles Quint, c'est donc cette histoire. Moi je joue le personnage d'un guitariste de la cour. Emmanuel joue donc une chanteuse de la cour avec qui nous allons devoir, pour les célébrer des festivités en l'honneur donc de l'épouse de Charles Quint, qui part en voyage et qui voudrait organiser des festivités musicales pour sa femme. Donc nous demande de préparer un programme, un concert qui aura lieu à la cour. Et donc le spectacle commence comme ça. Et donc en fait on rentre dans l'intimité des musiciens par le biais de la récitante, donc Justine Pitolet, qui raconte, qui dialogue avec le public, et qui permet de faire un lien, donc une mise en abîme. On nous voit en train de répéter, de travailler, de chercher quelle pièce on pourra jouer, et donc on entend par ce biais le programme, les pièces, la façon dont on arrangeait les pièces à l'époque, la façon dont on mettait en musique les mélodies populaires. Et donc il y a une petite partie où on se demande si on pourrait pas faire un arrangement d'une chanson que l'empereur aime beaucoup, et donc on explique un peu la naissance de cette chanson, par exemple, de l'arrangement de cette chanson. Et donc voilà, c'est intéressant parce que c'est une mise en abîme du travail du musicien, la musicienne, et en même temps dans l'époque considérée. Ça permet de voir un peu comment à l'époque la musique était créée. Il y avait souvent une occasion, quelle qu'elle soit en fait. Soit on voulait faire plaisir à un empereur, soit c'était pour une célébration religieuse. Et pour moi c'est contemporain aussi comme sujet, parce que c'est presque pédagogique de montrer comment on fait aussi l'envers du décor, et en même temps on voulait aussi que les gens apprennent des choses sur ce répertoire-là, mais pas que ce soit montré de façon trop abrupte, et que ce soit un petit peu enrobé dans une histoire. Puis moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé de jouer un peu la comédie. Ah oui. Donc je trouve ça vachement sympa de faire ça comme ça. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu moins austère aussi que le concert. Tout simple, qu'un programme. Oui, c'est un peu plus ludique aussi. C'est vrai que ça, je le fais pas mal, mais j'aime bien aussi avoir. Donc ça, c'est un projet avec l'ensemble Médida. Donc. D'accord. Voilà. Alors tu disais tout à l'heure que tu pouvais jouer dans un même concert et de la vihuela et de la guitare classique. Ouais. Est-ce que c'est facile de passer d'un instrument à l'autre? Parce que je sais par exemple que de passer du piano au clavecin, par exemple, ça serait pas nécessairement évident. Alors c'est pas c'est pas évident pour ma part. C'est pas évident. Je pense qu'il y a des guitaristes que ça dérange pas. C'est une question d'habitude aussi, vraiment de s'exercer. Puisqu'il y a des enfants qui nous écoutent, c'est travailler la musique, c'est aussi travailler les situations de jeu. Donc c'est vrai que faut s'entraîner à la maison, à passer de l'un à l'autre aussi. Ça peut pas s'improviser. Je dirais que finalement c'est une question de sensation, et si c'est bien préparé, ça va. Mais c'est vrai que la question de la corde double, c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'à la guitare classique on va avoir aussi une position de jeu qui est peut-être un peu différente. Il y a la question aussi des ongles. Donc je sais que si je joue de la guitare classique et des instruments, de la vihuela, je vais me tailler les ongles d'une façon un peu plus courte, pour pouvoir passer d'un jeu proche sans ongles sur ces cordes doubles et d'un jeu avec ongles sur les cordes simples. Donc c'est vrai que pour ma part c'est un petit peu ça la problématique. Les ongles font partie de l'instrument en fait chez les guitaristes. C'est ça fait partie de l'instrument sur la guitare classique. Il y en a qui jouent sans ongles sur la guitare classique. Moi je joue avec les ongles. Donc c'est vrai que si je dois jouer sur la vihuela, je vais le savoir un petit peu en avance, donc je vais me préparer. Là je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de concerts sur instruments anciens.
Donc je peux me permettre de pas avoir d'avoir les ongles coupés. Ouais, C'est vrai que la position aussi est très différente. Et ça, c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose qui, même à l'époque, on en parle. Quoi. Les guitaristes de l'époque en parlent, les violonistes en parlent d'une façon de tenir par exemple le luth, comme ça, et de tenir la vihuela comme ça. En fait, finalement, l'orientation de la main est différente. Vraiment une orientation aussi. Donc même à l'époque, en fait, ça reste quelque chose sur laquelle les guitaristes se penchent énormément. En fait. Oui, je voudrais qu'on finisse parce que hélas le temps passe et en ce moment, cette semaine, c'est la semaine du goût à l'hôpital Necker et je sais qu'il y a d'autres réjouissances prévues à partir de 15h, donc je voudrais qu'on finisse ce petit entretien avec un morceau, peut-être si tu as un deuxième... Ouais, j'ai un petit air... Alors là, c'est une chanson qui s'intitule Guardame las vacas, qui est une chanson qui a été, dont les paroles ont été écrites par Cristobal de Castillero, donc au XVIe siècle. Et alors j'ai appris que peut-être que les spécialistes vraiment de cette époque et de ce répertoire pourront peut-être éclairer davantage la chose, mais que cette chanson a été écrite par un chantre qui était en réalité le frère de l'empereur Charles Quint. D'accord. En tous les cas, cette chanson commence comme ça. Gardez-moi les vaches m'attendre et je vous embrasserai. Ou embrassez-moi et je les garderai pour vous. Donc peut-être plusieurs interprétations possibles de cette chanson. En tous les cas, la musique a été composée par Luis de Narvaez, toujours. Et sous la forme de variations, de petites variations. C'est vrai qu'on appelait ça des diferencias. Et à l'époque, en fait, c'était le principe de jouer une suite d'accords, d'harmonie. Et puis ensuite de varier la mélodie dessus. Donc c'était très courant à l'époque. C'était aussi un moyen, selon les guitaristes, de montrer leur virtuosité ou toute leur créativité. Donc voilà, je voudrais vous jouer celle-ci qui était vraiment un temps de tube pour les violonistes de l'époque. Eh bien, nous t'écoutons. Merci. Merci à toi. Pour ce moment de musique. Merci beaucoup. Alors, hélas, il est temps de nous séparer, mais je voulais te remercier d'avoir pris le temps de... Ouais, avec plaisir, c'était très sympa. C'est un plaisir partagé en tout cas. J'espère que peut-être les enfants et les jeunes qui sont dans leur chambre à l'hôpital Necker et qui ont regardé l'émission auront envie d'en savoir plus sur cet instrument. Voilà, on va mettre en description de la vidéo peut-être un lien vers ton site où ils pourront peut-être en savoir plus. En tout cas, il me reste à vous dire à tous à la semaine prochaine. Je serai au rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie l'espace Plein Ciel et tout le personnel de l'espace Plein Ciel ici à l'hôpital Necker. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.